Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Plačik Vnapač, Tipalapač Popop. Allez, reprenons un peu de sérieux. Je voudrais aujourd'hui aborder la question de comment faire parler les cartes du tarot de Marseille. Comment, face à un objet imprimé, le sens peut émerger. Je vais structurer mon propos en deux parties, donc deux vidéos. La première va concerner euh, une carte, et donc par extension un tirage à une carte. Comment, lorsqu'on isole un élément de cette structure, qu'est le tarot de Marseille, le sens peut émerger. Et dans la deuxième partie, on va parler de deux ou trois cartes, c'est-à-dire une fois que ces éléments sont associés, quelle autre dimension peut apparaître. C'est parti. Dans cette première partie, on va aborder les thématiques suivantes. La projection, les règles picturales, la symbolique, la numérologie et la notion d'onde de forme. On pourrait considérer la projection comme le degré zéro d'appréhension d'une carte. C'est ce qui se passe dès l'instant où on se trouve face à une des cartes du tarot de Marseille. On est face à la papesse. Qu'est-ce que cette papesse nous dit? Qu'est-ce qu'on ressent face à cette carte? Quel est son état d'esprit? Est-elle entourée? Est-elle isolée? Quels sont ses regrets? Quels sont ses potentiels, ses puissances, etc. Donc, par le simple fait de regarder l'image et d'y passer un peu de temps, de l'explorer, des choses vont monter, vont venir à nous. Il faut savoir que le tarot est un objet projectif vraiment puissant. Vous connaissez tous le test de Rorschach, qui sont ces images, une sorte de nuages, de nébuleuses monochromes, qui marchent par sous-détermination. Donc on a une sorte de confusion visuelle qui va amener à y voir des éléments distincts. Le tarot de Marseille marche vraiment à contrario, lui va marcher par surdétermination. On a une abondance de détails qui vont pousser le spectateur à y voir des choses. On pourrait considérer, d'autant plus dans le tarot de Camões Jodorowsky, que voilà, les petites jointures, des différences de couleurs, les petits traits, le regard, euh, et des petites incohérences aussi vont servir de tremplin à la réponse projective. Si vous voulez en savoir plus comment fonctionne la projection lors d'une lecture, vous pouvez voir ma vidéo précédente sur qu'est-ce qu'une lecture du tarot de Marseille. Comme vous allez pouvoir le constater, les règles picturales sont vraiment très simples et elles s'appliquent à n'importe quel type d'image, que ce soit une gravure, un tableau ou ici une carte du tarot de Marseille. Alors, le principe, c'est de diviser l'espace de la carte en zones qui vont chacune porter une signification propre. On a ici à gauche, la gauche va représenter le passé, la réception, l'introversion, la réflexion, la passivité. La droite, autre polarité, le futur, l'action, l'extraversion. Dans le même esprit, même dynamique, on va voir cette polarité haut-bas. Donc en haut, le non manifesté, l'esprit, le spirituel, et en bas, la matière, le concret, le manifesté. Si maintenant on prend ces règles et qu'on les applique à l'arcane 2 du tarot de Marseille de la papesse, on voit immédiatement qu'on a face à nous un personnage qui est en posture d'introspection, de réception et de réflexion. Et donc par extension aussi d'observation. Et donc, tout simplement, on a déjà là beaucoup de choses qui sont dites sur qui est cette papesse. Après, on peut commencer à se dire que cet œuf qui se trouve à droite est peut-être quelque chose qui concerne l'avenir, quelque chose qui n'est pas encore s'est posé, elle n'en a peut-être pas conscience, mais qui est en gestation, en maturation. Idem, la tiare ici qui vient déborder sur le cartouche peut montrer cette connexion qu'elle a avec le spirituel, avec le céleste. Il y a encore une dimension dont je ne vous ai pas parlé et qui s'applique aussi à n'importe quelle image qui se présente à vous. Il y a cette zone interlope entre le passé et le futur, qui est le centre de la carte et qu'on pourrait considérer comme l'expression du temps présent, avec aussi cette notion de mouvement. Qu'est-ce qui est fait ici? Et donc, regarder la zone médiane de la carte peut aussi être tout à fait signifiante. Ici, on voit que l'action qu'elle porte concerne un livre, et donc, est-ce qu'elle est en train d'apprendre ou de lire? Le tirage le révélera. Mais voilà, c'est tout aussi significatif. La troisième partie concerne la symbolique. C'est un vaste sujet que celui du symbole. On entend souvent le terme d'archétype
pour décrire les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Euh, L'archétype, c'est un terme qui a été mis à jour par Jung et qui est utilisé souvent par les thérapeutes d'obédience jungienne et qui ont appliqué la structure de la psychologie des profondeurs à la structure du tarot de Marseille. Donc on va voir les 22 arcanes majeures qui vont être décrits comme des figurations de ces archétypes. Un des archétypes bien connus est celui de l'ermite qui serait celui du grand sage. Alors, au-delà de ça, moi je dirais à mon niveau qu'on peut voir que chaque image, chacun de ces arcanes majeures, mais on peut aussi le retrouver au niveau des mineurs, euh, est une collection de symboles. On retrouve une série de symboles sur ces images et que la connaissance de ces symboles-là va amener du sens supplémentaire à ce qu'on a vu précédemment, par exemple, à la projection et aux règles picturales qui vont aussi être révélatrices d'une situation, d'une condition, de l'être du consultant. On va prendre un exemple, on va prendre l'impératrice donc, qui suit la papesse. Donc voici l'impératrice. On ne va pas explorer tous les symboles que cette carte contient, mais on va s'attacher aux principaux qui vont nous permettre de faire ressortir les significations prévalentes et de pouvoir interpréter ce que cet arcane 3 du tarot de Marseille a à nous dire. On va commencer par ce sceptre, hein, qui est le plus long de tous les arcanes majeurs. Et ce sceptre, en tant que bâton, renvoie à la famille des bâtons, justement, qui est une des 4 énergies qui traversent le tarot, à côté de celle des deniers, de la coupe et de l'épée. Et de quoi le bâton est-il le symbole? Eh bien, il symbolise l'énergie sexuelle, les créatives et les désirs. Et donc on voit l'impératrice comme étant cette figure qui manipule, qui est connectée à cette énergie de vie qu'est la libido. On peut voir ici la base du sceptre qui est posée sur son pubis, qui est ce centre actif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a ce blason, ou cet aigle, hein. Certains vont voir un blason, d'autres vont y voir un aigle. Et l'aigle renvoie à quoi? C'est le roi des animaux, et donc en tant que tel, il est déjà le symbole de ces états spirituels supérieurs. À nouveau, on peut faire le lien avec une des énergies du tarot, qui est celle de l'épée, et donc cet aigle va renvoyer à, au symbole de l'épée, comme je disais, qui représente le monde des idées, du mental, des concepts et des croyances. Et si on prête une attention un peu plus aiguë à cet aigle, on peut voir qu'une de ses ailes n'est pas complètement formée. Donc, il s'agit d'un aiglon, donc un jeune aigle, et qui pourra nous amener sur cette piste de, effectivement, ce personnage-là, l'impératrice, elle tient contre elle, on pourrait dire, le monde des idées, et c'est son monde, c'est le monde dans lequel elle évolue. Mais ces idées sont peut-être encore dans une lecture, on pourrait dire, non réalisée ou stagnante. Ces idées sont peut-être encore immatures ou il y a quelque chose encore qui est en développement. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Alors, l'aigle peut nous renvoyer ici on pourrait voir ici dans cet ourlet ou même ici dans cette liseré vert des serpents. Et voilà, dans la tradition hindoue, il y a cette polarité qui existe, cette dualité entre l'aigle, cet oiseau qui évolue dans les hautes sphères, et le serpent qui est l'animal rampant. Et cet animal ici, ou cet ourlet animé, il renvoie aussi à la vouivre, et donc on peut voir cette impératrice comme connectée à ces énergies terrestres. Donc on est à la fois dans... l'impératrice, c'est une carte qui est vraiment fortement... elle parle vraiment de créativité et de ce monde mental, mais elle a aussi cette connexion qui est faite avec ce qui est à ses pieds. Pour terminer, je voudrais évoquer cette gorge ici. On voit une gorge avec une pomme d'Adam, donc qui est vraiment une gorge masculine. On peut y voir déjà, c'est comme dans le signe du Tao, le yin et yang, où il y a cette boule blanche dans l'aplat noir et cette boule noire dans l'aplat blanc. On pourrait ici voir le principe masculin à travers cette glotte apparente euh, qui est présent dans cette figure féminine. Et de quoi il s'agit? La glotte, pardon, la gorge, c'est l'organe de l'expression. Et donc voilà, ça nous amène sur cette piste et cette interprétation de l'impératrice comme ce personnage qui est dans la conceptualisation des idées et qui est aussi dans l'expression de ces idées. Le quatrième élément qui fait sens, c'est le nombre qu'elle porte, la numérologie.
Je me base sur l'approche de Alexandre Jodorowsky, euh, qui a développé une numérologie qui est vraiment modelée sur le tarot de Marseille, qui part du 1 au 9, et qui part aussi du principe que le 10, c'est ce nombre de maturation, et le 1 plus 0 donne le 1, donc c'est à la fois la fin d'un cycle et le début d'un autre. Euh, Cette numérologie, il faut vraiment la voir comme l'ossature, le squelette de cette structure globale qui est l'ensemble des arcanes et des 78 ou 78 cartes, je le traduis en français, du tarot de Marseille. Et qui va permettre vraiment d'interpréter et d'être une voie en plus de lecture, de compréhension de ce qui se passe dans un tirage. Et donc ça fonctionne déjà à partir d'une carte, et on verra que ça sera d'autant plus signifiant avec plusieurs cartes. Alors, je propose de prendre comme exemple l'empereur qui suit l'impératrice. L'empereur porte le nombre 4. On peut déjà remarquer dans la graphie du nombre qu'il y a une particularité. Euh, on voit 4 fois l'élément 1 répété, et on peut interpréter ça de la manière suivante. C'est le cheminement du 1 au 21 des arcades majeures, et on va retrouver cette graphie dans les arcades mineures aussi. Elle est évolutive, on passe d'une étape à l'autre. Et donc, euh, la manière d'inscrire ce nombre dans le cartouche va représenter ce cheminement d'un point vers un autre. Si on l'avait écrit de manière classique, le 1, le bâton avec le V, on serait dans l'expression d'une soustraction, ce qui n'est pas le cas ici. Le nombre 4, qu'est-ce que c'est? Il y a il y a deux formes géométriques qui naissent de 4 points posés dans l'espace. C'est la croix et le carré, ou le rectangle. On va parler du rectangle. Le rectangle, c'est une forme stable, ancrée, c'est un cadre, c'est quelque chose de fixe. Et donc l'empereur va être le symbole de tout ça. C'est le constructeur, le stabilisateur, c'est le cadre. On pourrait voir la figure du père qui va donner le cadre ou pas à son enfant ou à ses enfants. On a vu le carré ou le rectangle. Maintenant, si on part de la croix, il y a deux choses qu'on pourrait dire, ou qui me viennent par rapport à l'empereur. C'est l'empereur au Moyen Âge, au même titre que le pape, on peut les voir comme une manifestation de l'esprit divin, voilà, de cet haut plan supra-humain. Et dans le symbolisme de la croix, on a un trait vertical, on va le prendre ici, on a un trait vertical qui justement symbolise le plan divin, cet élément, le ciel qui descend vers la terre, et ici le plan de l'homme, le plan horizontal. Et donc on pourrait voir l'empereur au centre de cette croix et comme cette manifestation euh, du céleste. À ce titre aussi, la croix c'est un symbole du lien. Et là, ça nous renvoie à cette dimension. Voilà, on voit dans la posture de l'empereur qu'il est tourné vers ce qui se trouve à gauche. Dans le déploiement classique des 21 arcades majeures, des 22, mais le mat voilà, il est à part vu qu'il n'a pas de nombre dans son cartouche. L'empereur est tourné vers l'impératrice. Et donc on a vraiment son action on pourrait dire, portée, elle est directement orientée vers ce qui se trouve à gauche. Donc dans un tirage, on va voir ce qui se trouve là et quelque chose va émerger de cette accolade, on pourrait dire. En tout cas, en tant que tel, l'empereur, sorti de tout contexte, il est en train de regarder et il pose une action par rapport à l'impératrice et on est vraiment dans un des couples forts du tarot de Marseille. C'est une action qui est combinée et qui nourrit, qui est complémentaire. Mais donc, par rapport à cette notion de lien que j'évoquais par rapport au symbole de la croix, on a ici un personnage qui est presque en codépendant ou dépendant de ce qui se trouve à ses côtés. Voilà, ça c'était pour l'aspect numérologique. Le cinquième et dernier point de cette première partie concerne les ondes de forme. On rentre ici, on sort de la dimension interprétative d'une, des cartes pour entrer dans la dimension énergétique. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui se passe précédemment dans un tirage n'est pas énergétique, puisque le souffle, le mot est une énergie, et il se passe vraiment des choses à ce niveau-là, au niveau du tirage. Mais là, avec l'onde de forme, on n'est plus que dans cette dimension énergétique. Le principe, et ce que j'applique souvent en fin de consultation, c'est d'inviter le consultant à porter une carte, à faire sienne, à se l'accaparer en ayant un contact à la fois physique, mais aussi visuel. Donc en général, j'invite à un contact 2 à 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir par exemple.
Et en chargeant cette carte d'une signification, la personne sait pourquoi elle porte cette carte, elle a un but, il y a une fonction. En la regardant, ce but, cette fonction, ce lien est réactivé. Et en le portant avec soi, là, on est vraiment dans la dimension d'énergie. On se base sur la géométrie, la forme donc, de cette représentation pour agir, pour être un élément actant et changeant. C'est très simple et assez efficace, voire même très efficace. Et qu'on croit aux énergies ou pas, le simple fait d'avoir sur soi cette carte et d'en avoir conscience, certaines choses changent. Ça peut être des mots peuvent venir, et après je pense que si au niveau inconscient, les choses bougent. Donc c'est une approche et une méthode qui est vraiment très intéressante. Voilà, je vous invite à continuer le chemin avec moi pour voir comment faire parler une carte du tarot de Marseille et d'aller voir cette deuxième partie que je vais mettre en lien à celle-ci. Je vous embrasse et à tout de suite.